Alors, rebonjour à tous et à toutes. Euh, donc en fait, comme je le disais, je suis responsable de partenariat à l'association Women Up. Donc c'est une association qui a été créée en 2011 et qui part et pour la génération Y pour faire progresser le sujet de la mixité au sein des entreprises. Et donc depuis 6 ans, 5 ans plutôt, on a recruté en fait des jeunes étudiants et des jeunes actifs afin de les faire travailler main dans la main avec notamment des collaborateurs d'entreprise dans le domaine des ressources humaines. Et donc l'idée en fait c'était de désacraliser un peu tout ce qui était sujet génération Y et mixité qui étaient des sujets un peu tabous. Et c'est pour cela en fait que les ressources humaines étaient réticents en fait à en parler en fait avec leurs propres collaborateurs et qui voulaient plutôt avoir un aperçu en fait de l'extérieur et notamment de jeunes. Donc donc pendant 5 ans on a constitué à peu près un pool de 300 étudiants pour monter en expertise sur les sujets de la génération Y et de la mixité. Et on a eu l'occasion donc de produire des enquêtes avec Mazars, qu'on a présenté donc lors des Women's Forum, et on a organisé aussi quelques colloques plutôt déjantés au Medef, mais tout en gardant donc une forme, donc tout en étant sérieux, mais sous une forme un peu décalée. Et donc ça nous a permis d'être là aujourd'hui. Et donc depuis 2016, Women Up, si vous allez sur notre site, c'est un peu transformé en média parce que l'idée en fait c'est de redonner la parole à la jeunesse qu'on entend très peu finalement, sauf peut-être lorsqu'on parle de start-up sur BFM Business ou autre, et aussi donc d'apporter en fait leur éclairage sur l'actualité et tout simplement en fait de donner à voir et de dire ce qu'ils ont envie de dire sous une manière éclairée. Donc pour ma part, donc j'ai un parcours aussi assez atypique. Lorsque j'ai commencé ma carrière, c'était il y a 5 ans. Donc en fait, j'avais aucune idée de ce que c'est que la mixité. Et pour moi, c'était un non-sujet, la mixité. Donc j'étais entrée. En fait, je suis donc diplômée d'une école d'ingénieur en architecture navale et offshore. Et donc j'ai commencé dans le secteur pétrolier, au large de l'Afrique de l'Ouest notamment, donc sur des champs en fait. Et donc ça a été 2 années absolument grandioses où j'ai eu l'occasion de me faire un peu la main et sur les bateaux, enfin avec c'est très machiste quand même comme milieu. Enfin c'est ce qu'on croit. Et pour moi, en fait, j'avais pas cette vision-là parce que pour moi, donc en fait, je m'étais surtout inspirée de documentaires que j'avais vus à la télé, puis je me suis dit, waouh, c'est génial. Et donc, lorsque mon recruteur en fait m'a posé des questions, oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu mise à l'écart ou de partager votre chambre avec un collègue masculin parce que donc c'est quand même tout petit et il faut évidemment partager sa chambre avec des collègues. Je leur ai dit écoutez non c'est pas un problème après donc voilà, je me suis pas mal amusée et puis pour des raisons éthiques notamment, j'ai pas eu l'occasion de me frotter au plafond de verre que je connaissais pas d'ailleurs et que j'ai connu avec Women Up. Mais j'avais eu l'occasion de constater effectivement que c'était un milieu très masculin, qu'il y avait peu de femmes, mais que les femmes en fait qui avaient envie de réussir pouvaient monter très haut. Après, effectivement, toute l'idée, en fait, c'est de savoir que ces métiers existent, c'est de savoir les vendre aussi aux femmes, et puis de travailler, et puis de travailler et de fournir des efforts. Donc voilà, pour des raisons éthiques, j'ai changé de secteur et puis j'ai travaillé donc dans le secteur de la défense. Et tout aussi passionnant en production. Et là, en fait, c'était quand même autre chose. En fait, c'était une industrie française très corporate quand même, et puis avec des process très rigides. Et là, je me suis frottée quand même à des managers assez archaïques. Et sur le coup, en fait, lorsque je suis arrivée, c'est vrai que j'ai pas mal regretté le secteur offshore, finalement, où j'avais un peu plus de liberté et d'initiative. Et puis là, en fait, non, c'était autre chose. Et voilà, donc je me suis dit, alors le secteur de la défense, c'est aussi alors pour le coup, c'est très ouvert aux femmes.
J'ignorais que le secteur de l'armement était à ce point féminin. Alors, très ouvert aux femmes au pied de la pyramide, notamment. En revanche, donc voilà, il y a un véritable plafond de verre au top de la hiérarchie. Et donc, pour moi, c'est qu'une question de temps. Hein. Je pense que ça ne se fera pas du jour au lendemain. De voir des femmes accéder à des postes de responsabilité. Hein. C'est parce que les femmes sont... je me souviens plus quelle est la première femme ingénieure. Je me souviens plus qui c'est. Mais, donc voilà, c'est encore c'est tout récent. Et puis avec le temps, je pense que elles y arriveront. Enfin, j'espère, je suis optimiste, mais alors elles y arriveront aussi si on arrive à transformer de l'intérieur avec les ressources humaines, à transformer un peu tous les processus RH qui, in fine, sont pour moi assez opaques. Pour l'avoir vu, hein, pas pour l'avoir vécu encore. Bon, bah, il y a des postes à haute responsabilité, effectivement, qui sont pas ouverts à tout le monde, et donc ça c'est surtout via le réseau qu'il faut essayer de tisser en entreprise. Et donc pour les jeunes, effectivement, c'est difficile aujourd'hui de tisser un peu un réseau au sein de l'entreprise, donc un réseau intergénérationnel, je veux dire, parce que tout est assez fermé, et l'idée, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe en fait dans pas mal d'entreprises, c'est qu'on essaye de créer des binômes intergénérationnels pour faire progresser donc les seniors, par exemple, sur tout ce qui est les sujets digitaux, les apprendre à utiliser un réseau social d'entreprise, et pour les jeunes, juste les mentorer. Et donc c'est par ce binôme intergénérationnel, on pense qu'on arrivera non seulement à crever un peu ce plafond de verre pour les femmes et pour les hommes aussi. Et donc de manière générale, on progresse en tout cas sur ces sujets, et pour avoir travaillé avec des entreprises, effectivement, il faudrait encore être un peu patient, mais en tout cas, on y arrive. Ouais. Oui. Alors, dans le milieu pétrolier, j'avais assez peu de collègues féminins. Ah, d'accord. Oui, alors. Alors, faut que je pose la question, ouais, pour l'enregistrement. D'accord. Alors, dans le milieu, alors comment se comportent les femmes dans le milieu pétrolier et dans l'armement? Alors, dans le milieu pétrolier, j'ai pas eu beaucoup de soucis avec les femmes parce qu'il n'y en avait que très peu. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a parfois quelques frottements, hein, lorsqu'il y a très peu de femmes. En fait, on voulait faire une enquête avec Women Up sur le sujet de la jalousie entre femmes, qui est normalement un sujet tabou, mais bon, c'est un sujet qui existe. Donc on n'a pas encore lancé, mais on va le faire. Et oui, il y a des frictions, enfin juste, il n'y a pas beaucoup de solidarité féminine. Or, cette solidarité féminine, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle se crée, et à travers notamment donc, des réseaux professionnels féminins qu'on trouve maintenant à peu près partout dans les grandes entreprises. Et dans le secteur de l'armement, alors on n'avait pas de réseau professionnel, donc je dirais qu'on ne savait pas trop ce que c'était que la solidarité entre nous. On avait plutôt que des rapports très, très professionnels entre nous, hein, et ça s'arrêtait là. Vous êtes croisé les informations avec Alessandra, comment est-ce que ça se passe? Non, pas du tout. Okay. Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé là. Enfin, je vais parler d'autre chose. Donc. Voilà. Super. Ok. Bonjour. Donc, je suis Alexandra, je suis développeur, et je voulais profiter de ça pour vous faire un petit cours express sur les biais et sur les biais inconscients. Donc en fait, il y a deux types de biais. Il y a les biais conscients, les femmes ne savent pas coder, les femmes sont nulles en maths. Ça, j'espère que vous le reportez à votre HR et que la personne est virée. Après, il y a les biais inconscients. Donc ça, c'est vachement plus sournois. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai dit que j'étais développeur, soyez honnêtes, est-ce qu'il y en a qui se sont dit « Ah, on dirait pas ?» Voilà. Donc moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps.
Ah, t'es développeur, on dirait pas. Bon. On appelle ça sexisme bénévolent, en fait. Ça reste du sexisme. Et c'est aussi un bien inconscient. Donc on ne fait pas ça par méchanceté. On fait ça juste parce que c'est pas notre image d'un ingénieur. Donc du coup, comme ça colle pas, on est surpris. Et voilà. Donc en fait, il y a une façon très simple de tester les biais. Project Implicit, c'est une boîte qui fait ça. C'est un petit test, tout bête. Donc on a des mots qui apparaissent à l'écran, des mots liés aux femmes, des mots liés aux hommes, et des mots liés à la carrière et des mots liés à la famille. Et en fait, on est demandé avec les flèches de caser les mots d'un côté ou de l'autre de l'écran selon le type. Donc au début, on va nous dire, femme et famille, vous les casez à droite, homme et carrière, vous les casez à gauche. Et là, super vite. Après, on nous dit, femme et carrière, vous les casez à droite, homme et famille, on les case à gauche. Et là, tout de suite, il faut réfléchir. Et en fait, la différence de temps, ça permet de calculer le biais qu'on a implicite, que les femmes, c'est la famille et les hommes, c'est la carrière. Alors, je vous ai dit que j'ai grandi en Amérique latine. C'est une société qui est extrêmement macho. Je me trouve quand même plutôt moderne, donc je fais de l'info, je suis ingénieure, je suis venue toute seule vivre en France à 18 ans, ce qui là-bas est voilà, hors de question. Je gagne 2 fois plus que mon conjoint. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas tout de suite, même enfin, dans le futur proche, pas du tout. Pourtant, j'étais très fortement biaisée. Donc ça, c'est un choc. C'était terrible de voir que j'étais très fortement biaisée, mais en fait c'est très facile à comprendre vu comment j'ai grandi et la société dans laquelle j'ai grandi. En fait, on internalise beaucoup de choses, tout simplement en voyant autour de nous les pubs, la télé. Il faudrait vivre dans une cave pour pas être biaisé. Donc en fait, je voulais vous parler d'autres biais aussi, à part femme carrière et famille et homme carrière. Par exemple, la beauté physique. Donc moi, je suis là pour vous déprimer aujourd'hui. Les hommes beaux trouvent plus facilement du boulot. Après, les hommes moches trouvent du boulot. Après, les femmes moches trouvent du boulot. Et après, les femmes belles. Donc en fait, quand on a une femme belle, dans 2 cas de figure, quand c'est un métier très masculin ou quand c'est une femme qui nous recrute, les femmes belles ont moins de chances d'être recrutées que les femmes moches. Voilà, ça c'est dit. Après, on a un autre biais de physique. Les personnes attirantes ont plus de salaire et plus de promotion, sauf quand on parle des femmes seniors. Donc quand on commence à arriver à ce fameux plafond de verre, si on est belle, on n'a plus de promotion. Il faut être moche pour avoir une promotion. Parce que sinon, on n'est pas crédible, on n'a pas les postes à responsabilité. Si vous n'étiez pas assez déprimé comme ça, il y a aussi un biais de taille. Donc en fait, les personnes plus petites ont moins de salaire. Les personnes qui ont la voix plus aiguë sont moins crédibles. Les femmes qui ont les cheveux plus longs sont moins crédibles, parce qu'on a plus une tête de gamine. Donc, je ne sais pas si vous m'avez vu. Là, je suis malade, donc je suis plus crédible. Mais normalement, j'ai une voix très aiguë, j'ai les cheveux longs, j'ai une tête de gamine, j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins que ce que j'ai vraiment. Je suis mal foutue, en fait. Enfin, je suis mal barrée dans ça. Ensuite, pour vous achever, il y a aussi le poids. Donc, il y a un biais sur le poids. En fait, quand on est en surpoids ou quand on est obèse, on a moins de chances d'être crédible et avoir des promotions et avoir un boulot, mais que si on est des femmes blanches, parce que des hommes gros, on s'en fout. Par contre, une femme grosse, c'est qu'elle prend pas soin d'elle-même et qu'elle n'a pas de volonté. Donc du coup, on l'embauche pas. Voilà. Donc je pense que je vous ai achevé. Les biais, ça va dans l'autre sens aussi. Il y a beaucoup de biais négatifs contre l'informatique qui font que les femmes ne viennent pas en informatique. On a l'impression que c'est un métier de mec, qu'on travaille jusqu'à 3h du matin, que c'est plein de barbus qui codent tout seuls dans leur coin. Et il y a aussi des biais contre les hommes. Donc si vous avez un manager homme, qu'est-ce que vous feriez si vous le voyez pleurer ? Voilà, donc en fait, il y a des doubles standards envers les femmes et envers les hommes aussi. Les biais, ça concerne tout le monde, ça concerne pas que les femmes. Et ce serait bien aussi si les hommes pouvaient avoir un côté plus féminin et les femmes un côté plus masculin, ou que les hommes puissent montrer leur sensibilité. Voilà, il y a un peu de tout en fait. On est tous victimes. Donc tout ça pour dire que on est tous sexistes et on est tous racistes. Si vous ne me croyez pas, faites le test sur Project Implicit. La plupart, grande majorité des gens ont un biais. Et je suis désolée, j'ai mes notes, mais j'ai perdu 30 points de QI avec la bronchite. Donc en fait, ah ouais, c'est dur là. Donc que faire ? Tout d'abord, il faut en être conscient. Quand on a des biais inconscients et qu'on devient conscient de ces biais, tout de suite ça va mieux. Tout de suite on se rend compte de ce qu'on fait. Donc à Google, j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes en bas. On a un cours sur les unconscious bias, ça s'appelle. C'est quelque chose qui est très connu, on en parle beaucoup dans le monde tech. Parce que c'est un monde qui est extrêmement masculin. Donc il y a à peu près 10% de développeuses.
On n'est pas sorti de l'auberge. Avec que 10% de femmes, il y a encore beaucoup de personnes qui ont des biais inconscients sur les femmes en informatique, même les femmes elles-mêmes. Après avoir fait ces cours de biais inconscients, je discutais avec une femme qui, elle, s'habille en jean basket, ne se maquille pas, elle n'est pas très féminine. Et elle m'a Selon avoué, les standards Selon les standards selon les standards. Ouais. Et en fait, elle m'a avoué qu'elle avait un biais quand elle interviewait des femmes très féminines. Quand elle voyait une femme qui arrivait avec la belle coiffure, le maquillage et tout, elle s'était rendue compte, après avoir fait ce cours, qu'elle avait un biais négatif, alors que c'est une femme, en fait. Donc, on n'est pas à l'abri. Donc, d'abord, il faut en être conscient, accepter qu'on a tous des biais, et, si possible, faire passer ce genre de training dans votre entreprise, en fait. Que les gens deviennent conscients, et là, je pense qu'on a fait 90% du chemin. Ensuite, la deuxième chose, c'est être des alliés pour les autres. Donc, quand on voit quelque chose comme ça, on dit quelque chose. C'est encore mieux si c'est un homme qui dit quelque chose, mais bon, on va pas, c'est Père Noël qu'on demande là, mais il faut toujours dire un truc. Donc par exemple, si je vois quelqu'un qui va dire « Ah, on dirait pas que tu es un ingénieur », je vais faire une remarque. Un autre truc qui arrive, c'est « Ah, tu pars en congé mat, cool, tu vas avoir 4 mois de vacances ». Alors, moi, j'ai pas d'enfant, mais je me doute bien que c'est pas des vacances. Alors là, on fait une remarque. Et souvent, les gens ne le font pas méchamment, en fait. C'est ça qu'il faut tenir. Il faut le tenir en compte. Il faut pas être violent envers les personnes qui font des remarques comme ça. Il faut juste leur dire, écoute, là, ce que tu as dit, c'était pas tip-top. On fait ça en tête-à-tête, ou on fait ça sur le show du moment, si on a déjà une réponse toute prête. Mais il faut croire à la bienveillance de l'autre personne. Souvent, on le fait pas exprès. Et je suis aussi victime que plein d'autres personnes. Ça m'arrive. Enfin, ça arrive à tout le monde. Je travaille dessus. Ça prend très longtemps. Et le troisième truc pour casser les biais, pour moi, c'est d'être comme vous êtes. Moi, je sais que si quand je vais bosser, parce que je fais de l'informatique, je mets des jeans et des baskets et un t-shirt à message et que je me maquille pas, je vais être plus crédible. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est comme ça. Mais je choisis de pas le faire. Alors, je dirais que ma carrière va en souffrir. C'est pas vrai. Les gens vont peut-être prendre un petit peu plus longtemps pour me faire confiance. Mais ça va permettre de casser le mythe. Donc, maintenant, quand ils vont penser ingénieur ou développeur, ils vont penser à moi aussi. Et dans le bureau, donc moi, je mets des paillettes sur mes ongles. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'assume complètement. J'ai une collègue qui a les cheveux teints en bleu. Voilà. Et ça, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix délibéré. Tout le monde ne le fait pas. Il faut aussi être confortable d'attirer l'attention de cette façon-là. Mais je vous encourage à le faire. Je vous encourage à ne pas être celle que les autres veulent que vous soyez dans votre environnement de travail, mais celle que vous êtes vraiment. Et si jamais votre boîte n'accepte pas ça, je vous encourage à démissionner. Parce qu'il y a d'autres boîtes qui vous accepteront telles que vous êtes. Donc moi, j'ai trouvé. Et là, je suis très heureuse. Ce n'était pas le cas dans mes expériences passées. Mais ça existe. Donc, si vous ne pouvez pas convaincre votre hiérarchie et vos RH de faire quelque chose, vous trouverez ailleurs. Et je vous encourage à le faire. Ça va peut-être apprendre aux personnes qui ne veulent pas changer qu'il faut faire un truc. Oui, merci Alessandra pour ce témoignage. C'est rigolo, ça rejoint pas mal ce que venait de dire Chantal à propos du fait que les femmes ne se soutiennent peut-être pas toujours, que nous sommes tous et toutes biaisés d'une manière ou d'une autre, qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement, il faudrait vivre dans une cave pour ne pas être biaisé. Les constructions sociales, on l'aide en dur. Et du coup, je propose de passer la parole à Audrey, qui est très active sur le plan social, parce que social builder, et que tu peux peut-être nous parler de ton action, de ce que tu fais au quotidien, du programme Étincelle, peut-être aussi, de la façon dont tu travailles à l'inclusion et à l'égalité. Voilà. Oui, donc juste pour dire quelques mots sur Social Builder, donc on est une start-up sociale sous forme associative, on existe depuis 2011 et on a deux vocations. La première vocation, c'est justement de mener des actions de conseil, de formation et de sensibilisation pour les entreprises. Donc ça rejoint ce que tu disais aussi. Donc des actions essentielles pour justement comprendre à quel point les stéréotypes, puisqu'on n'a pas encore dit ce mot qui fait tout son sens aujourd'hui, mais c'est bien là le cœur du sujet, donc des sensibilisations aux stéréotypes de sexe et à leur impact sur les parcours professionnels. Et par ailleurs, donc, on mène des actions très spécifiques sur la mixité dans la filière numérique. Et donc pour cela, on a différentes actions. On organise annuellement des forums qui s'appellent les forums Femmes et Numérique, qui ont lieu à la fois à Paris, à Lyon et à Rennes et à Aix cette année et encore plus de villes l'année prochaine.
Excellent. Ouais, donc ça c'est top, ça se développe super bien. La vocation en fait de ces forums Femmes et numérique, c'est de faire découvrir à la fois les opportunités métiers, mais aussi justement tout ce qui concerne les nouvelles technologies, et puis du coup les nouvelles opportunités associées, et aussi le volet entrepreneuriat qui nous tient énormément à cœur, où on parle de l'entrepreneuriat et on fait venir des structures de l'accompagnement et du financement des startups pour justement aider les femmes qui ont peut-être une idée encore un peu jeune en tête de transformer l'essai. Donc c'est une journée super boost pour justement transformer. Et le programme Étincelle dont parlait Charlotte, c'est justement le programme qui est couplé à nos actions femmes et numérique, puisque c'est un programme d'accompagnement spécifique de femmes qui ont soit un projet professionnel dans le numérique, soit qui veulent créer leur start-up dans le numérique. Et on les accompagne sur 4 mois avec différents volets. On a un séminaire leadership d'une journée qui permet de réfléchir sur sa trajectoire professionnelle, qui permet de travailler son assertivité, qui permet de comprendre où sont nos forces. Il y a aussi un volet MBTI dedans, donc voilà, c'est assez riche. On a dans le programme Étincelle un volet mentorat. Donc en fait, on met en interface chaque femme qui rentre dans le programme avec un ou une professionnelle du numérique ou un ou une entrepreneur du numérique aussi, qui vont suivre personnellement chaque étincelle sur toute la durée du programme. On a avec ça un programme de coaching associé. On fait du coaching collectif, donc on fait venir une coach professionnelle pour que tous les 15 jours, il y ait une séance de coaching. Et on incite énormément, et là c'est hyper important, quand on parle justement de tout ce qui est biais, des impacts sur les parcours professionnels, le réseau, on l'a évoqué, Chantal l'a évoqué, c'est la pièce maîtresse de l'évolution des carrières. Et donc on aide les étincelles à créer, renforcer leur réseau en les incitant en fait à faire elles-mêmes des rencontres réseau en groupe. Donc on les accompagne sur ce volet-là. Donc c'est un programme hyper riche, dense, sur 4 mois et c'est gratuit. Et elles sont hyper contentes parce qu'on en a reçu quelques-unes l'année dernière et elles ont participé à la DAWIC et j'espère que cette année on en aura encore. Il y en a une là dans le coin que je vois. Ah, yes. Salut. Bonjour. Donc si vous voulez parler du programme aussi, voilà, avec moi, avec Mantita, c'est tout à fait possible. Et du coup, moi j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on explique, je veux dire, est-ce que le phénomène de réseau est aussi important pour les hommes, chez les hommes, que chez les femmes? Comment ça se fait qu'on porte tellement d'attention à ce système, entre guillemets? Vas-y Chantal. Alors, aujourd'hui, on parle assez peu quand même de réseaux professionnels masculins, à contrario des réseaux professionnels féminins. Et je pense qu'en fait, le réseau chez les hommes se tisse assez naturellement via des sujets de conversation devant la machine à café, sur le sport, sur tout ce que... Sur voilà quoi, c'est... Stéréotype. Ouais, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement chez les hommes. Mais voilà, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, mais petit à petit, en fait, pour engager les hommes aussi dans le débat sur la mixité, les réseaux professionnels féminins s'ouvrent petit à petit aux hommes. Et l'idée aussi, c'est qu'ils prennent à leur tour la parole et qu'il faut déconstruire en quelque sorte la féminité. Le féminisme pour construire une nouvelle masculinité à l'image du 21e siècle. Oui, est-ce que moi il y a quelque chose qui m'interpelle dans la promotion virulente comme ça des réseaux féminins, bien que j'en comprenne à la fois la nécessité et le fondement. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère stérile à justement réunir, c'est une question que je pose, c'est une question qui est posée par ailleurs par plusieurs sociologues, anthropologues, etc. et qui se pose la question de savoir si on n'est pas en train de répliquer ou de plutôt renforcer un système qui déjà clive les hommes et les femmes au sein des entreprises. Est-ce que on n'est pas en train d'accentuer ce phénomène d'isolation des femmes au sein de l'entreprise en créant justement des réseaux de femmes auxquels les hommes ne se sentent peut-être pas la motivation ni l'espace d'avoir leur mot à dire?
Je peux juste. Je pense qu'il y a plusieurs types de réseaux. Donc, contrairement à ce que tu expliquais, Chantal, en informatique, il y a plein de réseaux de femmes et ils sont extrêmement actifs. Et l'une des raisons, c'est parce qu'on est 10%. Et quand j'ai été embauchée à Google, si je n'avais pas mes déjeuners avec les femmes du bureau, eh ben, je ne voyais pas de femmes en fait. J'étais la seule de mon équipe. Il y en avait d'autres qui étaient les seuls de leur équipe. Donc, du coup, c'est aussi une façon d'avoir des gens comme nous. Et on ne se sent pas tout seul. Il y a des gens. Donc, c'est un environnement safe, dans lequel on peut parler de nos peurs, on peut parler de plein de choses. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Si on était 30%, il n'y en aurait peut-être pas besoin, ou du moins pas pour ça. Mais chez nous, c'est extrêmement fort et je pense que c'est extrêmement important parce qu'on est si peu nombreuses. Et c'est très, très actif. Et c'est tellement actif qu'il y a des conférences, en fait, tous les ans, plusieurs conférences exclusivement de femmes. Donc, les hommes sont invités, mais en fait, finalement, ils sont 5% à venir, ce qui doit être extrêmement intéressant pour eux aussi, parce que ça inverse les pourcentages. Par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, j'ai rencontré des femmes de Microsoft France, et on va dîner demain. Les femmes de Google et les femmes de Microsoft. Donc en fait, c'est aussi voilà, se rencontrer, on fait le même métier, on est très très peu. Donc juste une sorte de solidarité qu'on a. Et ça, en info, c'est extrêmement développé, contrairement aux autres, à d'autres métiers. Voilà. Effectivement, c'est une vraie question. Nous, pour accompagner aussi des entreprises, justement, on accompagne une entreprise qui fait le volte-face d'avoir un réseau de femmes cadres dans l'entreprise qui devient un réseau mixte, avec en interne quelques tensions parfois parce que c'est pas forcément bien perçu. Parce que justement les femmes qui faisaient partie du réseau considéraient que justement pour essayer de rattraper un peu les écarts qui existent, les inégalités qui existent au sein de l'entreprise, on peut bien leur offrir un environnement spécifique pour elles, de bénéficier d'ateliers leadership, etc., sans forcément que les hommes aussi y adhèrent et du coup repartir. Donc c'est super l'égalité, mais en gros pour rattraper une inégalité, il faut bien pousser d'un côté, quoi. Pour faire court. Donc effectivement, les réseaux de femmes, il y a une vraie utilité en termes de solidarité et d'environnement où justement on peut libérer la parole. Donc ça, c'est clair. Mais il faut être hyper vigilant sur la manière de communiquer au sein de ces réseaux et vers l'extérieur aussi, puisqu'on sait que travailler sur la mixité, c'est essentiel. C'est la mixité qui est bien au cœur du sujet, et que pour travailler la mixité, il faut travailler en mixité aussi, et que les messages soient extrêmement bien perçus de l'extérieur de ce qui est inclus en fait dans le réseau. De pourquoi on le fait, et c'est pas juste parfois on a un petit peu justement des retours extérieurs de messieurs, mais aussi de femmes qui ne comprennent pas ces réseaux de femmes et qui disent oui les réunions Tupperware c'est bon, c'est pas pour moi, ou alors c'est quoi, de toute façon on n'avance pas, ça sert à rien, voilà, si c'est juste pour se plaindre pendant 3 heures dans une réunion, ça sert à rien. Et donc en fait ça c'est parce que justement la communication n'est pas suffisamment bien faite, et la sensibilisation associée à l'intérêt de ce réseau n'est pas faite aussi, et que du coup les enjeux ne sont absolument pas compris. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est intéressant, dans la communication qu'on fait autour de la place des réseaux de femmes et de leur importance. On a souvent l'impression, lorsque j'organise un événement comme celui-ci, admettons, l'ADAWI, qui est dédié à la place des femmes dans les sciences et les technologies, je me penche un tout petit peu sur ce qui existe, hein, je regarde un peu les réseaux de femmes actifs, comment ça se passe, etc. Et puis, de temps en temps, je tombe sur un ou deux ou plusieurs réseaux de femmes qui, on a l'impression, se sont transformés juste simplement, strictement, en réseau social. C'est-à-dire, on n'a pas la sensation qu'il y ait un travail sur l'impact. Une fois l'ensemble des femmes, ou alors une majorité de femmes de l'entreprise réunies, une forme d'animation engrangée, la question de l'impact post agrégation féminine ne se pose pas, et bon, ça reste un peu comme ça, lettre morte. Alors il y a un réseau de femmes, et alors voilà, ça décrédibilise un petit peu l'action. Il y a donc on comprend l'enjeu de la communication, et on comprend aussi il semblerait que pour que ces actions soient prises au sérieux et pour qu'elles aient un réel impact, il faudrait qu'elles soient intrinsèquement reliées aux ambitions stratégiques de l'entreprise. En fait, pour ça, c'est clair. Mais en fait, là où elles sont, les pauvres, confrontées à un mur, c'est qu'il n'y a pas de budget.
et qu'elles veulent tout animer le réseau, sauf que c'est du temps, c'est du bénévolat et qu'il n'y a pas de budget. Et que justement, effectivement, il faut relier à la stratégie pour avoir du budget. Donc je te rejoins parfaitement. Ouais. Est-ce que vous avez quelques insights éclairants sur justement la façon dont on peut sensibiliser les dirigeants, parce que ça passe aussi par les dirigeants et les dirigeantes, sur l'impact. Roxane est peut-être là ou peut-être pas là. Si elle est là. Roxane travaille actuellement sur la question de l'impact des femmes sur la croissance économique des entreprises. Voilà, je pense que c'est un moyen intéressant de sensibiliser, malheureusement, ou enfin, qui est quand même un moyen, de sensibiliser les dirigeants et les dirigeantes à la nécessité et le caractère extrêmement positif, tant sur le plan social que sur le plan économique de l'entreprise, à inclure les femmes dans leur... Voilà, moi, je m'en remets à vous. Du coup, c'est la question, quels sont les leviers d'action pour intéresser encore davantage et donner plus de corps et de cœur et d'impact à ces réseaux de femmes? Tu veux? Tu prends? Oui, si tu veux. Donc en fait, moi, j'aime pas le regarder que du côté économique. Je veux toujours le regarder du côté social de la chose. Il y a 50% de femmes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 50% de femmes chez nous? Voilà. Mais il y a aussi un côté économique pour les gens un peu récalcitrants. C'est qu'en fait, les boîtes où il y a plus de femmes performent mieux, prennent moins de risques, leur action monte plus. Donc il y a plein d'indicateurs économiques qui sont mieux quand une entreprise est mixte et quand les conseils d'administration sont mixtes et quand on a plus de femmes, pas seulement en bas, mais aussi en haut. Donc ça peut permettre de lancer un peu le sujet, à part le côté social qui me paraît évident. Pour revenir sur les hommes, inclure les hommes, nous c'est vrai qu'on inclut les hommes. On a un réseau assez fort, à part le réseau des femmes ingénieures, on a un réseau simplement Women at Google. Et dans le chapitre à Paris, on a 2 hommes qui font partie du groupe de 15. Et ils nous aident à organiser des événements, ils sont très impliqués, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Et du coup, ils nous aident à organiser plein de choses, ils nous aident à faire de la pub, ils nous aident à expliquer aux autres pourquoi c'est important. Et je pense que c'est essentiel que les hommes se sentent inclus et qu'ils nous aident. On va pas y arriver toute seule. Du coup, on a un budget aussi. Donc, ça nous permet d'organiser, par exemple, des trainings. Donc, tu parlais des trainings leadership. La semaine dernière, on a eu un training de développement de la voix, ce qui est surtout un problème pour les femmes, parce que la voix aiguë, la voix grave, la crédibilité, tout ça, j'y suis pas allée pour des raisons évidentes. Donc, c'était sponsorisé par Women at Google. C'était très clair que c'était Women at Google qui organisait ça, mais c'était ouvert à tout le monde. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Et la présence de Women at est toujours là. C'est vrai que c'est surtout des femmes qui y vont, mais ça reste ouvert. Donc, je pense que c'est très important pour la crédibilité du réseau et pour qu'on soit prise au sérieux, que ce soit ouvert à tout le monde. Et du coup, juste pour revenir sur les leviers dont tu parlais, Charlotte, pour essayer de sensibiliser au maximum les dirigeants et dirigeantes d'entreprises, effectivement, l'argument clé qui fait forcément mouche, c'est l'argument de la performance économique des entreprises, mais c'est effectivement essentiel de rentrer par cette porte, mais par contre, quand on y est, de développer la porte dont tu parlais, c'est-à-dire la nécessité sociale de l'inclusion tout simplement des femmes à n'importe quel niveau de l'entreprise et dans n'importe quel métier. Après, il est clair qu'aujourd'hui, les entreprises sont attentives au sujet pour des raisons tout à fait entendable. Par exemple, maintenant, il y a des obligations réglementaires liées à l'égalité professionnelle. Si on ne les remplit pas pour des grosses entreprises, et ben tout simplement, on peut pas rentrer sur du marché public. Donc forcément, il y a des choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'évolutions de la loi justement pour essayer d'analyser au maximum au plus près les écarts, que ce soit salariaux, en termes de promotion, en termes de conditions de travail entre les femmes et les hommes. Donc il y a des actions qui sont faites, qui sont claires. Après, quand on va justement sur des domaines un petit peu considérés comme annexes, c'est-à-dire le travail sur le leadership, etc., qui est plus associé au réseau du coup de femmes ou mixtes en entreprise pour les faire un petit peu bouger, c'est là où il y a le plus de problématiques de faire comprendre l'importance et l'intérêt de ces formations, de ces ateliers et des différentes actions. Et une chose est claire, c'est que quand une entreprise est engagée sur le sujet
de la mixité et de l'égalité professionnelle. Et plus l'entreprise est engagée et le communiquera de manière positive aussi, et moins les stéréotypes s'expriment au sein des entreprises. Donc c'est une boucle aussi vertueuse qu'il faut engager, puisque, comme on le disait, les stéréotypes, ça concerne tout le monde, tous et toutes à tout niveau, et que du coup, voilà, il faut aussi s'appuyer sur des actions pour, par conséquent, essayer de déconstruire ces stéréotypes. Je pense qu'en effet, il y a plein de domaines où on pourrait facilement atteindre la parité, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui pourraient remplir les postes. Mais je trouve qu'en sciences, ça reste quand même avant tout un problème d'éducation, parce que dans les écoles, on a de toute façon pas, on a, maximum 30% de filles, et encore, quand il y en a 30%, c'est ouf, incroyable. Et du coup, c'est normal que dans les entreprises, il y ait beaucoup d'hommes. Donc, c'est très bien, je trouve, de faire des réglementations, on impose plus de parité, plus de mixité, mais au final, ça suffit pas de faire ça, parce que ça reviendrait à dire il vous faut 50% d'hommes, 50% de femmes, c'est pas grave, même s'il y a plein de femmes qui sont pas très bonnes, vous les prenez quand même juste pour remplir les quotas. Et au final, ça créerait des inégalités de l'autre côté, où les hommes seraient défavorisés parce qu'il faudrait juste qu'il y ait plus de femmes en entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des chiffres qui sont édifiants. Si la loi Copé-Zimmermann impose 40% de femmes au conseil d'administration, je crois que dans les entreprises qui sont cotées au CAC 40, on est autour de 23% des entreprises qui ont atteint ce chiffre. Et puis, dans les entreprises qui sont non cotées, donc qui n'ont pas pignon sur rue, on est autour de 14%. Voilà, donc ça, c'est être membre du conseil d'administration. En revanche, les présidents de conseil d'administration sont à 95% masculins. Voilà, donc je pense que la messe est dite. Mais du coup, comment est-ce que, je rebondis sur la remarque tout à fait pertinente de Marie, voilà, comment est-ce qu'on travaille sur, ok, les chiffres c'est bien, mais voilà, quels sont les autres leviers d'action au sein de l'entreprise, vous qui travaillez au quotidien sur ces sujets, que ce soit Chantal chez Women Up, qui est une association qui est très active, ou Alessandra chez Google. Toi, on a compris que vous aviez beaucoup de liberté et du budget, ce qui est quand même assez important. Ou Audrey, voilà, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous mettez en place, comment est-ce que vous sensibilisez les entreprises, comment est-ce qu'on travaille sur la culture de l'entreprise, c'est quelque chose quand même. Oui, la culture d'entreprise, c'est une chose à laquelle faut pas toucher, hein, faut pas essayer de faire bouger les lignes trop vite, je dirais, mais ça doit venir progressivement, et c'est d'abord un travail à mener avec son manager, ses managers. Et l'idée, en fait, faut parler, et il faut que les jeunes prennent la parole dans les entreprises, hein, et en général, en fait, on entend que les supérieurs, que le top management prennent la parole, et en ce sens, en fait, tant que les jeunes n'expliqueront pas quels sont aujourd'hui les problèmes, pourquoi est-ce que la génération Y ou la génération Z se comporte de telle façon, quelles sont leurs aspirations. S'il n'y a pas ce dialogue intergénérationnel, il n'y aura pas la culture de l'entreprise ne changera pas. Or, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce vers quoi il faut aller, hein, finalement, essayer de faire bouger les lignes petit à petit, mais c'est très compliqué, hein, et je me suis frottée à ce problème, et puis c'est très compliqué en fait quand il n'y a pas de réseau déjà en interne, et quand vous avez en face des RH qui sont assez réticents en fait à prendre des initiatives. Jeunes, moins jeunes, belles, moches, tout ce qu'on veut. C'est quand même souvent les managers qui décident au bout du bout. Le RH, il s'occupe du sourcing, du process et de proposer des candidats. Et il propose souvent des candidats en fonction de ce qu'on lui demande et rarement en fonction de ce qu'il peut éventuellement lui imaginer comme la personne idéale dans un contexte donné. Est-ce que c'est des choses que vous entendez en tant que femme en entreprise ou ça vous paraît déconnecté de la réalité? Moi, c'est mon expérience en entreprise en tant que femme, vieille, RH, grosse.
jeunes femmes en entreprise de cette manière-là. Moi, c'est pas mon point de vue. En termes de chiffres non plus, en termes de recrutement, c'est pas mon point de vue. Donc je comprends que ça soit des moyens de, enfin, quelque chose qu'on pointe du doigt, mais je suis pas sûre que dans la pratique, ça soit vraiment comme ça. En termes de chiffres, en tout cas, c'est pas traduit comme ça dans la réalité du recrutement et des RH. Parce que, enfin, je trouve que c'est difficile d'aborder ce sujet en excluant les liens avec la culture ambiante. Exactement. Donc l'époque, c'est de donner trop de responsabilités aux jeunes femmes dans l'entreprise ou aux entreprises. C'est comme si on disait, ben, maintenant c'est plus la mode des jeans, on va faire en sorte que ce soit la mode des jeans. Et ce qui me frappe, c'est à quel point, malgré toutes ces belles initiatives, les représentations de pouvoir sont extrêmement masculines tout le temps. Donc moi aussi, en tant que femme d'études, je suis choquée de voir ce qui se passait il y a 20 ans, c'est encore comme ça. Et dans les nouvelles technologies en particulier, moi je connais plus le monde de l'art et la nouvelle technologie, les représentations, enfin ça peut être un indicateur de représentation culturelle, mais les représentations des artistes dans les nouvelles technologies représentent des univers masculins. Enfin, c'est quelque chose qui me rend toujours, qui m'énerve toujours beaucoup et contre lequel j'espère me battre en permettant à des artistes féminines dans les nouvelles technologies de faire valoir leur univers et de façon plus large. Et donc l'enjeu culturel est tellement puissant et ça ne va pas s'arranger dans l'univers politique dans lequel on est en train d'entrer. Du coup, moi non seulement je rebondis, mais j'ai aussi fait cette remarque à l'instant. Donc, clairement, le paramètre culturel est fondamental, est primordial, si je peux me permettre. Et du coup, moi, je serais curieuse d'avoir le point de vue de nos deux RH, qui sont des jeunes femmes actives et qui doivent se confronter, j'imagine, à ces problématiques. Donc ça, je pense que ce serait intéressant de recueillir votre point de vue en tant que... je ne pense pas me tromper quand je dis que vous êtes jeune, donc jeune professionnelle dans le domaine des ressources humaines. Donc moi, ce serait assez intéressant. Et puis, par ailleurs, d'avoir aussi le point de vue d'Audrey d'un point de vue sociologique, strictement sur la façon dont on travaille la flexibilité de la culture ou l'entrée de nouveaux concepts dans la culture sans que ce soit pris... voilà. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le processus, parce que notre prochain intervenant vient d'arriver. Mais voilà, du coup, ça vous dit de dire un petit mot sur ce que vous expérimentez au sein de l'entreprise? Ça peut être intéressant. On va dire il y a deux façons de faire ou deux points de vue. Quand on commence, peut-être que c'est plus facile de se conformer à ce que la direction veut ou à ce que le client veut. Donc on va rentrer dans les standards ou dans les stéréotypes ordinaires. Maintenant, je pense que c'est après en voyant ce qui se passe, en prenant conscience de ce qui se passe, qu'on peut faire bouger les lignes et faire rentrer des personnes qui sortent des sentiers battus et pouvoir aller trouver l'appui là où il est dans l'entreprise. Donc je pense que c'est aussi une évolution. Je ne pointe pas toujours du doigt les RH en disant que c'est de leur faute, c'est parce que c'est le système qui veut ça. C'est de leur faute si elles restent dans ce système-là, qu'elles n'en sortent pas en se posant des questions. Mais c'est après, en trouvant l'appui, on peut changer les façons de faire. Je peux vous dire comment c'est fait chez nous. Je pense qu'on a un système bien huilé, assez novateur. Donc les boîtes tech aux États-Unis en général, elles font des trucs comme personne ne les fait. C'est vrai que les RH prennent pas ce genre de décision, comme vous disiez. Ça vient d'en haut. Pourquoi? Parce que sinon, pour les RH, c'est plus facile d'aller juste chercher les gens d'école de rang A et puis c'est sûr qu'on va en embaucher. Alors que si on va chercher dans d'autres types d'écoles ou d'autres genres, voilà, ça va être plus compliqué. Il va falloir voir plus de monde. Mais en fait, on a de la chance d'avoir des dirigeants qui sont jeunes et qui sont modernes, on va dire, et qui sont très sensibles à ce genre de sujet. Donc, on a des sortes de buts, sur toute l'entreprise, d'embaucher plus de personnes que la représentation qu'on a à l'extérieur. On a embauché beaucoup plus de femmes que notre représentation interne de développeurs. Et ça vient d'en haut. Et ça vient d'en haut et ça va vers les RH. Alors, ce que font les RH, c'est juste ils ramènent plein de CV. Et ensuite, on a des interviews. Quand on fait passer les interviews, on n'est pas dans l'obligation de regarder les CV. Alors moi personnellement, et je ne suis pas la seule, je trouve que les CV c'est nul et qu'il faudrait juste jamais les lire. Les hommes et les femmes n'écrivent pas leur CV de la même façon. Et rien qu'avoir un prénom sur un CV, ça peut complètement changer nos chances d'être embauchés ou pas. Donc moi je dis les CV poubelles. On les utilise quand même, hein. Enfin, on va dire, c'est compliqué. Mais il y a des boîtes qui sont en train de faire passer des tests techniques plutôt que de regarder des CV.
Mais passons l'étape des CV, on vient en entretien. La personne qui interviewe, peut-être qu'ils n'ont pas vu le CV en fait. Moi, je sais que je ne les regarde pas personnellement. J'y vais juste comme ça et je fais le même interview à tout le monde. Ensuite, il y a plusieurs interviews. Et une fois que tous les feedbacks ont été donnés, ça passe dans un comité de personnes qui ne t'ont jamais vu. Donc, c'est un comité de 5 ou 6 personnes qui regardent ce que les gens ont dit, ce que tu as écrit comme code pendant l'entretien. Donc, c'est objectif. Et qui déterminent avec ça si on va t'embaucher ou pas. Donc, du coup, en fait, on est en train d'éliminer ce côté humain et ce côté biais que moi, si j'aime pas les femmes qui se maquillent, je vais peut-être te mettre moins de points. Mais finalement, le code que tu as écrit, lui, il est objectif. Et la personne qui va regarder le code que tu as écrit pour décider si on t'embauche ou pas, elle t'a jamais vu. Donc en fait, on arrive assez bien à éliminer ce genre de biais. Et du coup, on arrive assez bien à embaucher beaucoup plus de minorités que d'autres entreprises. Mais c'est compliqué. C'est un système compliqué, ça prend longtemps, ça prend beaucoup de ressources. On fait passer beaucoup plus d'interviews que de personnes qu'on embauche vraiment. Et toutes les boîtes ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre ce genre de ressources dans l'embauche. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire qui éliminent, pas à 100%, mais qui éliminent quand même beaucoup les biais. Mais... C'est pas une machine. Moi, je suis informaticien. Donc, c'est le code qui décide quand même, il faut garder une part de relation humaine. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on est en entretien, on écrit du code et la personne qui... La personne même, côté humain, c'est plus important. Alors... On va apprendre toujours, mais on ne peut pas changer la qualité. Oui, et je peux rebondir sur ça. Donc en fait, quand on donne notre avis sur quelqu'un qu'on a interviewé, on a plein de choses techniques, et on a aussi quelque chose qui s'appelle googliness. Et ça vient des dirigeants. C'est très bizarre dit comme ça. Mais en fait, on va nous demander si la personne est googly ou pas. Et qu'est-ce que c'est que d'être googly ? Chacun a sa définition, mais pour moi, c'est d'être gentil en fait. Être gentil, être sympa, c'est un peu bisounours. Mais ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui était très fort techniquement en entretien et qui n'était pas sympa du tout, qui m'a maltraité, qui m'a mal parlé, et j'ai dit, il a écrit ça comme code, c'était parfait, par contre, je ne voudrais jamais bosser avec cette personne. C'est le côté humain. Mais c'est plus un filtre de vraiment, si quelqu'un, on ne peut pas le saquer. En 45 minutes, c'est quand même un très mauvais signal. En général, c'est très neutre parce que les gens d'entretien sont stressés, on ne peut pas vraiment savoir. Et puis quand on passe à l'interview, c'est pas pour notre équipe, c'est pour la boîte. Donc toutes les personnes que j'ai interviewées, il n'y en a pas une qui est venue dans mon équipe. Elles sont allées ailleurs. Donc en fait, c'est juste pour filtrer vraiment la base de la base. Si la personne n'est pas civile avec nous, elle n'est pas embauchée. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et en plus, on ne veut pas se baser sur « j'ai un bon feeling ». C'est pas... Mais je pense que du coup, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, du coup, c'est très intéressant de ce qui se passe quand tu reçois les personnes en entretien. Mais le problème qu'on a un tout petit peu évoqué aussi, c'est le problème du vivier de base et de comment attirer aussi des candidatures issues de la diversité ou de femmes, d'hommes, mixtes, etc. Et ça, il y a un véritable enjeu qui se joue là. Pour attirer le peu déjà par exemple de femmes qu'il y a sur le marché de l'emploi vers les entreprises aussi technologiques, etc. Et quand elles n'ont pas fait non plus les parcours classiques ou attendus, comment faire pour quand même les intégrer en entreprise. Et du coup là se joue aussi l'enjeu de l'éducation et de ce qui peut être fait en amont en termes de justement déconstruction un petit peu des stéréotypes et d'aller s'expliquer chacun pour soi. Et c'est un problème qui ne concerne absolument pas que les RH ou les dirigeants d'entreprise. Ça concerne chacun et chacune à un même niveau. Donc c'est comment chacun en tant qu'individu a du pouvoir aussi sur soi-même de déconstruire ses propres stéréotypes pour soi, pour ses enfants, pour ses amis, pour sa famille, peu importe, mais qui permettrait justement à toutes les personnes auxquelles on est confronté et à nous-mêmes aussi, d'être au clair sur nos envies de se sentir libres, en dehors des stéréotypes qu'on a sur nous-mêmes et notre groupe, donc en tant que femmes. Je m'explique. Par exemple, en tant que femme, le stéréotype, les femmes sont bien moins compétentes en mathématiques, par exemple.
Donc ça, c'est un stéréotype classique. Voilà, elles sont moins fortes en maths. Du coup, si dès l'enfance, on intériorise ce stéréotype, forcément, ça va jouer sur notre façon d'apprendre la discipline et du coup, forcément, on aura des résultats moindres. Je peux aussi détailler, mais il y a tout un champ de recherche autour de la menace du stéréotype qui fait que quand notre groupe social porte un stéréotype, on a tendance à avoir peur de le confirmer, et en ayant peur de le confirmer, c'est là où nos compétences flanchent, et que si on n'a pas peur finalement de le confirmer, on est d'accord, les femmes et les hommes ont absolument les mêmes capacités en mathématiques. Donc ça, déjà, pour soi, en termes d'autocensure, il faut être hyper vigilant sur les stéréotypes qu'on intériorise. Et donc, je le disais aussi pour les autres, puisqu'il y a tout un système aussi de mécanismes qui peuvent se mettre en place quand on pense que, même de manière très inconsciente, que les filles sont moins bonnes en maths. Par exemple, il y a des études qui ont montré dans les salles de classe que les enseignants et enseignantes vont moins interroger les filles que les garçons sur certaines disciplines. Donc, elles vont moins être renforcées dans leurs compétences aussi. Et ça aura forcément un impact. Donc c'est voilà, il y a tout un champ de recherche pareil, si vous voulez vous renseigner autour des prophéties autoréalisatrices, qui du coup montrent bien que finalement les stéréotypes, ça décrit peut-être une certaine réalité, mais surtout ça crée une réalité. Et que on doit justement être tous et toutes sensibilisés à ce sujet-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on arrivera à les dépasser pour soi et aussi pour les autres. Bien, merci beaucoup à toutes les trois. C'était court et très riche. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à poursuivre les discussions par voie de mail, par voie de tweet, par voie de Facebook, de ce que vous voulez. Donc, Alessandra, je ne sais pas dans quelle mesure tu es joignable. En tout cas, je sais que vous menez à Pignon-sur-Rue et que voilà, c'est tout à fait possible. Alessandra aussi, du coup, c'est chouette. Et puis Social Builder par le biais d'Audrey aussi. Donc, on se gardera et on se souviendra de l'aspect performatif des stéréotypes et puis toujours de garder voilà, dans un coin de sa tête une petite voix bienveillante qui nous conseillera de bien analyser le biais par lequel on adresse une réalité. Merci à toutes les trois.